Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce téléjournal de 20 h au sommaire de la principale édition de l'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Ce mercredi, situation toujours très volatile à Bujumbura et ses environs, alors que le gouvernement réfléchissait encore mardi au report des différents scrutins du pays, conformément à l'exigence des pays de la région. Au nord, dans la ville de Cité-Tokbe, et au sud, à Kinyosha, les forces de police ont tiré à balles réelles tout en lançant des bombes lacrymogènes sur les manifestants. 2 mois de paralysie totale de tous les sites miniers de la région de Gafsa. Voilà le résultat des mouvements d'humeur dans le bassin minier tunisien. Le blocage continue à Mdila, même si la production a pu partiellement reprendre dimanche. Après un accord avec le gouvernement sur l'embauche de 1500 personnes, les concessions des autorités sont globalement jugées insuffisantes. Humeur aigre également chez les employés du secteur de la santé au Cameroun. Le syndicat national des personnels médico-sanitaires et Cap Santé sont dans la rue depuis ce lundi. Après une rencontre avec André Mamafouda, ministre de tutelle, rien de concret au sortir des négociations n'a pu empêcher ce débrayage. Les syndicalistes ont décidé de réactiver le mot d'ordre de grève dans toutes les institutions hospitalières des villes de Yaoundé et Douala. Vers la fin de ce journal, Sampero Nba va me rejoindre sur ce plateau pour 7 minutes. Nous allons parler de ce nouveau rebondissement dans l'affaire Wade au Sénégal. Un groupe de travail de l'ONU accuse les autorités sénégalaises de détenir arbitrairement Karim Wade et a appelé le gouvernement à lui donner une compensation qui n'a pas été spécifiée. Selon un projet de rapport, le ministre de la Justice du Sénégal, Sidiki Kaba, a déclaré que l'ONU n'a pas d'autorité sur les décisions nationales. Chaud d'empoignade judiciaire en perspective, nous en parlons dans une vingtaine de minutes. Voilà pour la vitrine. Tout de suite, les détails. Bienvenue. D'abord, le Nigeria, un attentat suicide sur un marché de bétail fréquenté de Maïdougouri a fait 13 morts et 24 blessés mardi. Selon la Croix-Rouge, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du pays, a déjà été la cible le 30 mai de 2 attaques attribuées à la secte islamiste Boko Haram. Suivant ce reportage d'Aziz Maïga. Scène d'horreur ce mardi à Maïdougouri au Nigeria où la secte islamiste Boko Haram a encore fait parler d'elle vers 12 h GMT. Le marché de bétail de Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, a été le théâtre d'un attentat suicide. Selon un membre d'une milice privée d'autodéfense, l'explosion a secoué la capitale de l'État de Borno au moment où les marchands s'apprêtaient à plier bagages. Nous étions à l'extérieur quand nous avons entendu un grand bruit. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons compris que c'était une explosion à la bombe. En attendant le bilan de cet attentat suicide, 20 morts, 24 blessés et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. À en croire les témoins, on peut s'attendre à de nombreuses victimes. Le week-end dernier, dans cette même ville, un kamikaze s'était aussi fait exploser dans une mosquée, tuant 26 fidèles et blessant 28 autres. Face à l'impasse de la population, le chef de l'exécutif Muhammadu Buhari, lors de son investiture, a promis de faire de la lutte contre Boko Haram sa priorité. Par ailleurs, Muhammadu Buhari a annoncé le déplacement du centre de commandement de l'armée en charge de la contre-insurrection d'Abuja, la capitale, à Maïdougouri, fief historique de Boko Haram, où est né le mouvement au début des années 2000. Au Burundi, je vous le disais en titre, à 3 jours du début des élections générales et en pleine contestation contre le président Pierre Nkurunziza, le gouvernement réfléchissait toujours mardi à un report des scrutins dont les pays de la région exigent qu'il soit repoussé au moins à la mi-mai. Il a donc demandé à la Commission électorale nationale indépendante de procéder rapidement à l'élaboration d'un nouveau calendrier électoral tenant compte de ses recommandations. Mais la situation demeure aussi volatile que chaotique, notamment à Bujumbura, Sibikote et Kinosha. Reportage de Dina Kousso. Au Burundi, la situation reste chaotique malgré les nombreux appels au calme lancés par la communauté internationale. Ce mardi, la capitale burundaise Bujumbura et ses périphéries étaient le théâtre de nombreuses violences. Au nord du pays, dans la ville de Cibitoke, les policiers sont allés jusqu'à lancer des tirs réels et des gaz lacrymogènes. Une répression qui n'inquiète pas certains manifestants. Tout ce que je peux demander, c'est qu'il lâche ce 3e mandat parce que les policiers qu'il a envoyés, ce sont des tueurs. Je suis prêt à mourir qu'ils le fassent s'ils le veulent. Mais maintenant, nous sommes morts parce qu'ils ont tout brûlé.
Pendant qu'à Kanyosha, les policiers ont aussi dispersé les manifestants par le jet de gaz lacrymogène, une situation qui chagrine certains citoyens. Nous étions en train de vendre des oranges, nous sommes submergés par les gaz et nous nous sommes mis à courir directement. Mon mari était militaire et il a été tué. Comment vais-je alors faire pour mettre des choses sous ma dent et celle de mes enfants? À 2 jours du début des élections générales dans ce pays de la zone des Grands Lacs, sous fond de contestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, le gouvernement de Bujumbura est plongé sur des réflexions visant à reporter les différents scrutins. Ce dimanche, les chefs d'État de la communauté est-africaine, réunis en sommet à Dar es Salaam en Tanzanie sur la crise burundaise, avaient demandé un report de 6 semaines de la séquence électorale censée débuter ce vendredi avec des législatives et des communales. Direction le Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir débute un second mandat de 5 ans après sa réélection en avril. Lors d'une cérémonie d'investiture mardi à Khartoum, le chef de l'État soudanais a adopté un ton conciliant vis-à-vis de l'Occident. Le premier président en exercice pourchassé par la CPI, isolé sur la scène internationale, a évité toute provocation. Il s'est notamment engagé à ouvrir un nouveau chapitre avec les grandes puissances, promettant de construire un dialogue objectif pour apaiser l'atmosphère. Uriel Abaga. Mardi à Omdurman, la plus grande ville du Soudan, Omar el-Béchir a été investi au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient les parlementaires et les chefs militaires soudanais, mais aussi plusieurs chefs d'État africains tels que l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le Zimbabwéen Robert Mugabe. Prenant la parole devant cette assistance, le président soudanais réélu en fin du mois d'avril dernier a promis d'œuvrer pour sortir son pays de l'isolement dans lequel il se trouve depuis plusieurs années. À cœur ouvert, si Dieu le permet, le Soudan recherchera le dialogue complet avec les pays occidentaux pour restaurer leurs relations originales. Une déclaration surprenante quand on connaît le profil d'Omar el-Béchir. Arrivé au pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État, le numéro 1 soudanais dirige un pays qui n'a quasiment plus de relations diplomatiques. Une situation qui découle de plusieurs de ses dérapages. Depuis 1997, le pays est victime de sanctions économiques en raison de l'entêtement de Béchir à ne pas céder aux revendications de certaines communautés en utilisant à souhait la violence. L'ouverture prônée par Omar el-Béchir se rapproche beaucoup plus d'une simple annonce que d'autre chose. Et l'Occident semble plus que jamais vouloir la tête de ce dirigeant, visé depuis 2009 par 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Omar el-Béchir s'est également dit prêt au dialogue avec les rébellions qui combattent son armée depuis 2003 au Darfour, mais également au Kordofan du Sud et dans le Nil bleu. Une nouvelle fois, ces propos peinent à convaincre car le régime de Béchir a invité ces groupes rebelles à des discussions l'année dernière, mais aucune rencontre n'a été organisée. En avril, Omar el-Béchir a été reconduit à la tête du Soudan avec 94% des suffrages des électeurs, une élection marquée par une faible participation et un boycott de l'opposition. En Guinée équatoriale, les autorités annoncent la fin de la formation de près de 600 jeunes policiers. Les 584 recrues ont subi une formation physique, technique et d'élite qui aura duré 6 mois pour renforcer la capacité opérationnelle, les stratégies de riposte et de défense afin de faire face aux enjeux de sécurité actuels, selon une déclaration de la télévision nationale. Plus de précision avec Uriel Abaga. « 584 jeunes policiers équato-guinéens sont arrivés au terme de leur formation lundi. Ils appartiennent à la première promotion de l'École nationale de police d'Oveng-Assem, un établissement situé non loin de la ville de Mongomo, à l'est du pays, la région d'origine de Teodoro Obiangema Mbazogo, le président de la République de Guinée équatoriale. Ces nouveaux agents des forces de l'ordre ont été entraînés pendant 6 mois par des experts angolais et nord-coréens appelés par le chef de l'État. Leur mission est de renforcer la capacité opérationnelle de l'armée et de la police équato-guinéenne, mais aussi leur stratégie de riposte et de défense pour faire face aux enjeux sécuritaires actuels de ce pays de l'Afrique centrale. La Guinée équatoriale n'étant pas directement menacée d'une attaque terroriste, l'initiative de l'État ne fait que confirmer les affirmations du président Teodoro Obiangema Mbazogo qui, en fin du mois de mars dernier, avait dit avoir des informations graves faisant état d'une possible arrivée dans son pays des islamistes de Boko Haram qui frappent dans d'autres régions de l'Afrique centrale, pourtant très éloignées de la Guinée équatoriale.
Après cette sortie du numéro 1 équato-guinéen, lors de laquelle il a demandé à toutes les forces de défense et de sécurité de rester en état d'alerte, un impressionnant dispositif sécuritaire avait été déployé pendant plusieurs semaines dans la capitale Malabo. La lutte contre la secte Boko Haram qui continue à faire des ravages est devenue le plus important défi sécuritaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont Teodoro Obiang Mambazogo est le président en exercice. Le chef de l'État équato-guinéen s'active à coordonner la lutte contre Boko Haram. Il a pour ce faire reçu le week-end dernier son homologue zimbabwéen Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine. Teodoro Obiang Mambazogo est toutefois conscient qu'il doit avant tout préserver l'intégrité territoriale de son pays et prévenir toute manifestation d'extrémisme religieux en Guinée équatoriale. En plus bref et en image, le président Muhammadu Buhari, nouvellement investi à la tête de la Fédération du Nigeria, a entamé ce mercredi 3 juin une visite de travail à Niamey. Buhari a réservé sa première visite officielle au voisin nigérien qui combat à ses côtés la secte islamiste Boko Haram. D'ailleurs, les questions sécuritaires sont omniprésentes et trouveront une oreille réceptive, celle de Mamadou Issoufou. Ce dernier, à l'occasion de sa visite à Paris mardi, a dit que c'est un signal très fort qui montre l'importance que son homologue nigérian attache aux relations avec le Niger. Mardi dernier, le président Buhari avait, lors de la campagne électorale, axé son discours sur la lutte contre Boko Haram. Il se rendra par la suite au Tchad. Dans le reste de l'actualité, le Gabon, le pied de grue des enseignants de l'éducation nationale qui se poursuit dans l'enceinte du ministère à Libreville. Ils dénoncent la rétention de leur bon de caisse, situation qui est due à leur refus de reprendre le chemin des classes après la suspension en avril dernier du mouvement d'humeur enregistré par l'ensemble de l'administration publique. Ce nouveau mouvement paralyse le secteur depuis 10 jours maintenant. Le compte-rendu de Marielle Biogou. À la veille des examens de fin d'année, les membres de la Confédération nationale des syndicats du secteur éducation au Gabon ont de nouveau entamé un mouvement d'humeur. Au sein de leur ministère de tutelle, les enseignants grévistes brandissent la non-perception de leur bon de caisse depuis le mois de mars de l'année en cours. Pour ces derniers, il s'agit d'une double illégalité dont ils sont victimes. Nous sommes à peu près, selon les statistiques, à peu près 200 enseignants qui ne sont pas rentrés en possession de leur bon de caisse cette fin de mois. Surtout, la mise sous le bon de caisse est une mesure illégale, elle ne s'appuie sur aucun texte. Vous avez souvent suivi les membres du gouvernement parler, ils ne vous diront jamais qu'ils s'appuient sur tel article de la loi pour détenir le bon de caisse. L'administration, en revanche, ne voit aucune forme d'illégalité en la matière, puisque pour le secrétaire général adjoint 1 de l'éducation, il ne s'agit pas d'une suspension de salaire, mais des salaires mis en bon de caisse de litige. Pour ce dernier, la faute viendrait des enseignants. En termes de revendication de salaire, on ne doit réclamer un salaire ou on ne peut réclamer un salaire qu'après avoir exercé une activité. Nos enseignants sont en grève depuis le mois de février. Ils n'ont pas travaillé. Et les textes sont clairs, les jours de grève ne sont pas rémunérés. Il semble que ces enseignants lésés aujourd'hui n'avaient pas au moment de la reprise des cours regagné leur poste de travail. La tutelle, qui ne cautionne pas de tels comportements, exige d'eux une reprise des cours imminente pour la perception de leur bon de caisse. Vivement qu'on aboutisse à un dénouement heureux de cette situation qui peut ressembler à un dialogue de sourds. De la santé au Cameroun, ils avaient menacé, ils ont mis leurs menaces à exécution. Lundi, la quasi-totalité des hôpitaux publics du pays était entrée en grève à l'hôpital central de Yaoundé, l'une des plus importantes du pays. Infirmiers et infirmières ont raccroché leur blouse. Le syndicat national des personnels médico-sanitaires, le syndicat Cap Santé, revendique l'amélioration de leurs conditions de travail. Léa Tam. Depuis le lundi 1er juin 2015, dans les principales structures sanitaires de Yaoundé, les grévistes en blouse de travail réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Les syndicats des personnels médico-sanitaires du Cameroun réagissent face au silence du gouvernement après le temps accordé pour l'examen de leurs doléances. Ces praticiens de santé exigent le renversement de tous les contractuels à la fonction publique, la mise à jour des différents plateaux techniques et leur approvisionnement en intrants et médicaments essentiels, ainsi que l'organisation des élections des délégués du personnel dans les hôpitaux de deuxième catégorie.
À l'intérieur de l'hôpital, c'est le service minimum. Les bureaux et les salles de consultation sont presque vides. Les malades seraient abandonnés à eux-mêmes. Certains patients tenteraient vraiment de se faire consulter depuis lundi sans succès. Rappelons qu'en 2014, une pareille grève avait déjà eu lieu le 21 avril autour des mêmes revendications. Le ministère de la Santé et les syndicats avaient convenu de la création d'une mutuelle qui serait représentée sur le territoire national. Un an après, le projet semble s'être évanoui après les débats. J'ajoute que des négociations sont en cours depuis hier pour tenter de trouver les voies de sortie de crise. En Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI a procédé mardi au centre hospitalier universitaire de Yopougon à la remise d'un don royal de 2 tonnes de médicaments pour le traitement des infections opportunistes liées au sida. En présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, cette dotation devrait profiter au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Judith Koindo. La fondation Mohamed VI a fait un don royal au CHU de Yopougon à Abidjan. Un don qui s'inscrit en droite ligne de la vision du roi Mohamed VI qui ne cesse d'œuvrer pour conférer un contenu humaniste à la solidarité du Maroc avec les pays africains et à la coopération sud-sud à travers le lancement d'une multitude de programmes d'aide aux populations défavorisées du continent. Ce don royal qui confère une dimension humaine à la visite royale en Côte d'Ivoire est une autre consécration de la coopération fructueuse et exemplaire unissant le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé et de la formation médicale et paramédicale. Ce don traduit également la détermination du souverain à contribuer à la mise en place d'un partenariat stratégique, multiforme et volontariste entre les deux pays et à la mobilisation de toutes les potentialités dans le but d'atteindre les objectifs de développement humain et durable dans ce pays frère et ami. Ce don est composé de 2 tonnes de médicaments pour traiter les maladies et infections opportunistes liées au sida. Le lot comprend 3 familles de médicaments, à savoir 800 boîtes d'antiviraux, 10 700 boîtes d'antibactériens et 22 400 boîtes d'antifongiques. Économie à présent en Tunisie. Depuis des mois, Zora Tijani et d'autres habitants campent sur une route d'accès à un site de production de phosphate, bien décidés à arracher des emplois dans une région du pays minée par le chômage et les mouvements sociaux à répétition. Le ministre tunisien chargé des relations avec la société civile, Kamel Djiboudi, à qui les négociations avec les protestataires ont été confiées, appelle à la raison. Zora Telajani et d'autres habitants campent sur une route d'accès à un site de production de phosphate et déclarent qu'ils ne partiront qu'une fois leurs revendications satisfaites, même si le sit-in doit durer 2 ans. Les grévistes de Maïda demandent du travail et de quoi faire manger leurs enfants. Sans cela, il n'y a rien. Sans ça, la compagnie peut rester fermée 2 ans jusqu'à ce que l'on nous donne une part de la richesse de notre pays. Après quasiment 2 mois de paralysie totale de tous les sites miniers de la région de Gafsa, la production a pu partiellement répondre dimanche après un accord avec le gouvernement sur l'embauche de 1500 personnes. Mais pas à Mdila, où le blocage continue, les concessions des autorités étant jugées insuffisantes. Cette situation n'a plus rien d'exceptionnel dans ce gouvernorat ravagé par la misère et le chômage qui touche environ 1/4 des actifs. La situation sociale est à un niveau très grave et cela s'empire de jour en jour. La compagnie des phosphates de Gafsa semble être sur le point de s'effondrer devant le terrible silence des autorités. Le ministre tunisien chargé des relations avec la société civile, Kamel Jandoubi, à qui les négociations avec les protestataires ont été confiées, appelle à la raison. Pour lui, le modèle économique régional basé exclusivement sur le phosphate ne marche pas et il faudra du temps et de la patience pour le changer.
Un mot de culture en France. Chaque année, entre deux éditions du festival Ville des musiques du monde, la Cité des Marmots s'adresse aux enfants d'école primaire en Seine-Saint-Denis dans le 93. Cette année, ils suivent un accompagnement artistique autour du spectacle de Nola Black Soul qui témoigne de la richesse des brassages culturels, aborde la quête d'identité et l'impérieuse nécessité d'inscrire nos parcours de vie dans une trajectoire humaine collective. Suivant ce reportage de Roland Jaco. Chaque année, entre deux éditions du Festival Ville des musiques du monde, la Cité des Marmots s'adresse aux enfants d'école primaire en Seine-Saint-Denis. Cette année, ils suivent un accompagnement artistique autour du spectacle Nola Black Soul, comptant le voyage initiatique d'un musicien de la Nouvelle-Orléans sur les traces de ses racines africaines. Du 29 au 30 mai dernier, 400 écoliers de 16 classes différentes ont fait une représentation finale devant une foule immense. Depuis 2008, ce projet est mené en partenariat avec l'Éducation nationale. Tout commence par un voyage de l'équipe du festival, du musicien Zaf Zafa et du metteur en scène Laurent Gachet à la Nouvelle-Orléans. Il avait à l'esprit le récit positif d'une vitalité culturelle propre à cette ville métissée. Sur place, Laurent Gachet se trouve confronté à une réalité plus complexe, celle d'un déni de mémoire de l'héritage noir. Remarquant aussi que dans cette société, la musique joue un rôle d'ascenseur social privilégié, Laurent Gachet choisit le personnage du musicien comme boussole et écrit le scénario de Nola Black Soul, transposant ses réflexions sur une scène pour un jeune public en France. Le Nola Black Soul est donc l'histoire de Victor Bien-Aimé, jeune musicien de la Nouvelle-Orléans. Figure d'un bad boy contemporain, Victor se trouve prisonnier des masques d'alligator dont il ne pourra se libérer qu'après une quête initiatique sur la trace de ses origines africaines. Dans la lignée d'un livre sur la mémoire africaine, le travail pédagogique de la Cité des Marmots mise sur la langue, la musicalité et ce qu'elle transporte des cultures françaises, américaines, africaines et des Caraïbes pour interpeller. Du sport avant de recevoir Sampero Nba qui se trouve déjà dans les coulisses. Sepp Blatter a annoncé hier lors d'une conférence de presse exceptionnelle qu'il démissionnait de son poste de président de la FIFA. Celle-ci, a-t-il expliqué, a besoin d'une profonde restructuration. Son successeur pourrait être désigné entre décembre 2015 et mars 2016. Les réactions de quelques amoureux du sport roi dans ce reportage de Michel Zouy. Après sa réélection à la tête de la FIFA pour la 5e fois le 29 mai dernier, depuis 1998, Sepp Blatter a créé un effet de surprise en annonçant par la suite sa démission de la dite présidence le mardi 2 juin à la suite de nombreux scandales financiers et de corruption qui éclaboussent l'institution. Ce dernier a indiqué qu'il convoquera un congrès extraordinaire où il remettra en jeu son mandat et se fera succéder. Je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder. Après la répercussion de cette nouvelle dans le monde entier, plusieurs réactions ont été enregistrées, notamment celle de l'ex-attaquant brésilien Romario, actuel sénateur de son pays, qui s'est réjoui de cette décision de Sepp Blatter, et les Australiens qui appellent à un changement total de la culture de l'organisation. Então, na verdade, não sou eu que estou classificando a FIFA comme une entité. À vrai dire, ce n'est pas moi qui dis que la FIFA est corrompue, et Blatter aussi. C'est un fait. J'ai joué au football pendant des années et depuis 4 ans maintenant, je siège au congrès. Je peux dire comment ça se passe. E te affirmo que realmente não pode ser diferente. C'est totalement mérité qu'il parte, parce que maintenant la FIFA peut aller de l'avant et avec un peu de chance faire de meilleurs changements pour le futur et faire les bons choix au lieu d'accepter des pots de vin. Dans l'intérêt d'éviter de faire ressurgir d'autres problèmes, le président du comité d'audit et de conformité de la FIFA a trouvé plus avisé et plus sage d'anticiper sur le prochain congrès qui était prévu le 13 mai 2016 prochain au Mexique, en le reprogrammant plutôt pour décembre 2015 et mars 2016. En plus bref et en image des résultats de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule en Nouvelle-Zélande lors de leur deuxième sortie. Le Sénégal et le Mali ont respectivement été contraints au match nul par la Colombie 1-1 et battus par la Serbie 2-0. Malgré ces résultats, les deux pays restent dans la course pour la qualification. Nous aurons le résumé de ces deux rencontres au cours de nos prochaines éditions de l'information. Sampero Nba vient de me rejoindre sur ce plateau. Nous allons ensemble
évoqué ce nouveau rebondissement dans l'affaire Wade au Sénégal. Un groupe de travail de l'ONU a accusé les autorités sénégalaises de détenir arbitrairement Karim Wade et a appelé le gouvernement à lui donner une compensation qui n'a pas été spécifiée. Selon un projet de rapport, le ministre de la Justice du Sénégal, Sidiki Kaba, a déclaré que l'ONU n'a pas d'autorité sur les décisions nationales. Chaude empoignade judiciaire en perspective, nous en parlons dans une poignée de secondes. Au Sénégal, donc, le procès Karim Wade, le fils de l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade, a été qualifié d'arbitraire par un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Les représentants de l'ONU ont décrié le non-respect des délais dans les procédures judiciaires par les pouvoirs publics sénégalais. Ils demandent aujourd'hui la libération de l'ancien ministre en prévoyant une réparation intégrale. Le compte-rendu de Dina Koussou, on retrouve Sampero sur le plateau. La détention de Karim Wade est arbitraire. C'est l'essentiel du rapport du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Pour ces représentants onusiens, il faut d'abord souligner que le prolongement de la détention préventive de Karim Wade n'avait pas de base légale. Ensuite, les délais des procédures n'ont pas été respectés selon les textes qui régissent la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On est passé de 9 mois à 18 mois. Enfin, la différence de traitement entre les prévenus. Certains ont bénéficié d'une liberté provisoire. Or, Karim Wade a été maintenu en prison. En réponse à ce rapport, le gouvernement de Dakar a estimé que le groupe de travail n'avait rendu qu'un simple avis. D'autant plus que le pourvoi en cassation de Karim Wade n'est pas encore vidé. Seul compte la décision des juridictions sénégalaises. Maître Ali Fall, avocat de l'État sénégalais, a toutefois contesté les conclusions du dit rapport. A l'inverse, les avocats de Karim Wade ont vu en ce rapport la confirmation de ce qu'ils ont toujours dénoncé. Occasion pour Maître Mohamed Seydou Diaye de saluer la position de l'ONU. Pour lui, c'est la victoire du droit sur l'arbitraire, c'est la victoire du droit sur la force d'un État. Au final, le groupe de travail des Nations Unies a demandé aux plus hautes autorités sénégalaises de prendre urgemment les mesures nécessaires pour remédier aux préjudices subis en prévoyant une réparation intégrale. Arrêté en avril 2013, le fils de l'ancien chef de l'exécutif sénégalais a vu son procès véritablement débuter en 2015. Ce rapport du groupe de travail des Nations Unies pourrait entacher l'image de la nation respectueuse des normes fortement vendu par le numéro 1 sénégalais Macky Sall. Sampero Nba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau pour éclairer l'opinion sur cette question des plus importantes. Karim Wade aurait ou serait arbitrairement détenu au Sénégal. Quels sont les arguments apportés par les représentants onusiens pour justifier ces propos? Alors, les représentants onusiens, excuse-moi, les représentants onusiens qui ont séjourné récemment au Sénégal estiment que, premièrement, le prolongement de la détention préventive de Karim Wade avait dépassé les délais. En même temps qu'il n'y avait pas de base légale par rapport à cette détention. Deuxièmement, les délais de procédure sont passés de 9 à 18 mois. Donc, ils sont normalement de 9 mois, mais ils ont été prolongés jusqu'à 18 mois. Voilà. Et troisièmement, Wade est resté en prison, alors que d'autres qui étaient accusés, au même titre que lui, dans cette affaire de détournement, ont été libérés de façon provisoire ou définitive. Donc, c'est trois éléments qui font que les experts de l'ONU estiment que l'État, ou du moins la justice sénégalaise, a failli. Alors, on comprend bien que c'est du grain à moudre que l'on donne à Abdoulaye Wade, son père, qui par ailleurs est juriste et qui pourrait rebondir sur ces déclarations onusiennes. Et très clairement, cette affaire fait les affaires d'Abdoulaye Wade, qui a milité depuis que son fils est en prison pour qu'il soit libéré. Vous savez, les projets que Abdoulaye Wade a pour son fils, Karim Wade, au sommet de l'État sénégalais, à la tête du parti que lui-même il a fondé. Et très clairement, en tant que juriste, il va saisir l'occasion qu'il lui a donnée
pour rebondir effectivement. Maintenant, l'une des questions essentielles, c'est de savoir si la justice sénégalaise va se laisser faire, parce que la justice sénégalaise a bien dit qu'elle estimait que les experts onusiens n'avaient donné qu'un avis et que ce n'était pas à l'ONU, ce n'était pas un organisme ou un autre pays de décider de ce que la justice devait faire au Sénégal. Alors, ce rapport, dernière question, est au pas de course, ne peut-il pas entacher l'image de Macky Sall, qui est compté parmi les exemples d'incarnation de la démocratie sur le continent africain? Le continent africain, ou du moins les pays africains, ce sont des pays qui se construisent. Ce sont des pays où la démocratie est assez jeune et il faut leur laisser effectivement le temps de se construire. Aujourd'hui, si on doit accuser effectivement Macky Sall de ne pas être juste, notamment dans cette affaire, je pense que ce serait un procès qui aurait eu lieu trop tôt. Il me semble que effectivement Macky Sall, en tant que chef d'État, a donné à la justice la latitude de juger. Donc, il sépare très clairement l'exécutif du législatif et du judiciaire. Donc, très clairement, c'est la justice qui a pris ses responsabilités il y a quelques mois. Mais évidemment, on peut toujours penser qu'il y a une main invisible derrière la condamnation de Karim Wade. Mais, très clairement, jusqu'à ce jour, en tout cas, Abdoulaye Wade n'a pas été capable de prouver que son fils a été gardé en prison ou du moins condamné parce qu'il y avait eu notamment une main derrière, notamment la main de Macky Sall. Samperonba, merci en tout cas du rebondissement en perspective dans cette affaire. C'est également la fin de cette édition de l'information. Voici le rappel des titres qui l'ont constitué. Situation toujours très volatile à Bujumbura et ses environs, alors que le gouvernement réfléchissait encore mardi au report des différents scrutins de pays, conformément à l'exigence des pays de la région. Au nord, dans la ville de Sibitoke et au sud, à Kanosha, les forces de police ont tiré à balles réelles tout en lançant des bombes lacrymogènes sur les manifestants. 2 mois de paralysie totale de tous les sites miniers de la région de Gafsa. Voilà le résultat d'un mouvement d'humeur dans le bassin minier tunisien. Le blocage continue à Mdila, même si la production a pu partiellement reprendre dimanche après un accord avec le gouvernement sur l'embauche de 1500 personnes. Les concessions des autorités sont globalement jugées insuffisantes. Humeur aigre également chez les employés du secteur de la santé au Cameroun. Le syndicat national des personnels médico-sanitaires et le CAP Santé sont dans la rue depuis ce lundi. Après une rencontre avec André Mamafouda, ministre de tutelle, rien de concret au sortir des négociations n'a pu empêcher ce débrayage. Les syndicalistes ont décidé de réactiver le mot d'ordre de grève dans toutes les institutions hospitalières des villes de Yaoundé et Douala. La méditation de ce soir tirée de la culture congolaise, ceux qui ont des perles n'ont pas de coups et ceux qui ont des coups n'ont pas de perles. Bonsoir.